إذا نمر مباشرة إلى المتدخل الأول السيد جون بول جون رئيس الغرفة بمحكمة النقد ليقدم تدخله حول العدالة الاستباقية Predictive Justice. S'il vous plaît. Bonjour. En complément de l'intervention de ce matin, on m'a demandé un sujet sur la justice prédictive. Donc tout ce qu'on peut prévoir et les changements assez révolutionnaires qui sont en train de se passer dans l'ensemble de nos systèmes de justice. Donc je vais faire au niveau de la CEPEJ, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice du Conseil de l'Europe, de vous présenter les débats tels que nous les voyons actuellement. Je rappelle que nous avons tout un travail et dans le rapport annuel de la CEPEJ, dans le rapport 2016, nous avions déjà tout un travail sur la justice numérique et la transformation des outils qui étaient à la disposition des systèmes judiciaires. Et je salue le Maroc et son représentant, puisque pour la première fois, en plus des 47 États du Conseil de l'Europe, le Maroc participe à l'exercice de la CEPEJ, donc qui va permettre de comparer tous les systèmes judiciaires. Et c'est vraiment un pas extrêmement important que le ministère de la Justice du Maroc fait, et je les salue pour la participation à cet exercice qui demande un très gros travail. Vous avez sur le site internet de la CEPEJ, vous aurez d'autres éléments que vous pouvez aller voir. Vous voyez qu'il y a tout un programme de coopération et que la semaine dernière encore, donc le Conseil de l'Europe a travaillé avec l'ensemble des procureurs généraux et des procureurs marocains sur la modernisation et l'administration des outils. Et vous voyez avec l'Union européenne, effectivement, tous les projets qui sont en cours avec les autorités marocaines pour cette grande réforme de la justice qui est en train de se mettre en place ici. Vraiment, c'est un travail absolument remarquable. Donc je vais aller simplement sur les grandes lignes. Ma présentation sera mise à disposition sur les termes. La transformation, c'est l'open data, mais il y a deux sens à l'open data. Un sens strict, où c'est simplement ouvrir les données publiques, et un open data au sens large, où c'est ouvrir les données publiques pour pouvoir les traiter. C'était la différence avec ce qu'a dit ce matin un représentant du barreau, savoir on peut accéder à l'Ohio par exemple aux données, mais est-ce qu'on peut récupérer l'ensemble des données pour les traiter? C'est ça la question qui est importante. Il n'y a pas pour l'instant, c'est un terme tellement général, de droit de l'open data, même s'il y a un droit de l'Internet. Le deuxième terme qui vient, c'est celui de big data. Et là encore, il y a deux notions, une notion étroite et une notion large. La notion étroite, c'est simplement que c'est un volume de données considérable qui peut être traité rapidement. Mais pour le big data and analytics, c'est la règle dite des 3 V. Les 3 V, c'est quoi? Les 3 V, c'est on peut calculer un très grand volume de données, incroyable, d'une très grande variété, des données de toutes les sources différentes, avec une très grande vitesse. Voilà l'élément. Et à partir de là, on fait travailler les machines, qui peuvent même maintenant, on le verra sur le machine learning, travailler elles-mêmes pour développer des outils. Ça a été dit ce matin, il y a un cadre européen, une directive de 2013, et avec deux principes, et la loi française l'a transposé, c'est faciliter l'accès aux données publiques, mais protéger les données personnelles. Voilà les deux objectifs, ouvrir, mais en même temps protéger les données des citoyens. Et justement, il y a deux éléments importants. Il y a le droit d'accéder au dossier. Tout le monde peut accéder, c'est un droit fondamental du justiciable, au dossier judiciaire. Le problème, c'est comment réutiliser, et notamment dans une logique de marché, les données publiques. Et ça, c'est une vraie question. Alors la question de la jurisprudence. Nous sommes, ce que produit la justice, ce sont des décisions de justice, donc de la jurisprudence. C'est ça la matière, qui est un véritable trésor en la matière. Et la loi française prévoit que c'est gratuit. On peut accéder gratuitement aux décisions de justice en respectant la vie privée. Et donc, on doit étudier le risque de réidentification des personnes. C'est-à-dire que dans un jugement où on a enlevé les noms, est-ce qu'on peut réidentifier ou non les personnes? Et tout ça, il se fait dans le cadre d'une loi qui protège les libertés. 2 ou 3 chiffres importants. Aujourd'hui, nous avons en France 500 000 décisions qui sont en accès libre sur Légifrance. Vous pouvez faire Google, vous avez 500 000 décisions en ligne. Et le projet qui est prévu, c'est
1,5 million de décisions de plus chaque année, si toutes les décisions chaque année, civiles et pénales, sont mises sur Internet. Il y a eu un grand rapport qui est extrêmement important, qui dit c'est tellement important cette question qu'il faut que ce soit les cours de cassation, les cours suprêmes, qui fixent la ligne sur l'utilisation de la jurisprudence. C'est un principe qu'à mon avis, il faut retenir. On ne donnerait accès qu'aux décisions rendues publiquement, pas les décisions qui sont rendues en ce qu'on appelle en chambre du conseil, qui concernent les parties sur le plan privé. Il faut effacer les données personnelles et se pose un débat en France, mais dans beaucoup de pays, sur le nom des magistrats. Je vous expliquerai pourquoi. Est-ce qu'il faut anonymiser ou non le nom des magistrats? Et donc, quelles sont les finalités dans le cadre de ce marché qui s'ouvre? Alors, je ne vais pas détailler ces éléments, mais vous connaissez comment fonctionnent ces recherches avec ces logiciels. C'est surtout dans les systèmes de common law, puisqu'on analyse tous les faits, toutes les données juridiques pour voir quelle est la solution possible. Et donc, est-ce qu'on peut ou non remplacer le juge? Ça va être un peu la question qui est posée. Je vais aller très vite. Et donc, moi, je n'appelle pas ça la justice prédictive, mais la justice actuarielle. Pourquoi? Parce que les compagnies d'assurance travaillent déjà là-dessus. Pour les niveaux d'indemnisation, par exemple, ils travaillent sur tous les dossiers pour voir le niveau d'indemnisation, effectivement, de chaque tribunal. Donc, on va proposer au juge une solution à partir des faits. Il y a déjà des logiciels qui travaillent sur ces questions. Alors, le terme prédictif ne me semble pas bien parce qu'il vient surtout de l'américain. Et les Américains ont déjà pratiqué beaucoup ça, et notamment dans le domaine pénal, puisque la justice prédictive s'applique d'abord aux questions de récidive et pour la libération conditionnelle, parole, aux États-Unis, pour savoir si la personne présente une dangerosité, un risque de récidive. Et c'est donc une anticipation sur les décisions à venir. Ça, c'est le nombre d'États américains qui utilisent maintenant ces logiciels de prédiction. Vous voyez la progression dans les années 90 qui est absolument considérable. Deux éléments. L'élément nouveau, c'est qu'avant, c'était les hommes qui programmaient, les programmateurs qui mettaient les codes. Et maintenant, surtout, la nouveauté, c'est ce qu'on appelle le machine learning. C'est la machine elle-même qui fait son apprentissage et qui apprend à travailler. Par exemple, c'est l'exemple sur le jeu de Go ou le jeu d'échecs, où où la machine est meilleure que l'homme par l'auto-apprentissage. Alors, je vous donne simplement un exemple, j'en ai beaucoup, d'analyses qui ont été faites sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et la machine a anticipé 79% des décisions. En lisant les décisions, elle a anticipé sur le résultat qui était donné, de violation ou de non, dans 79% des cas à partir des faits. Mais le résultat me semble discutable parce qu'il faudrait que ça soit 100%, autrement ça n'a pas d'intérêt. Et ça dépend sur quelle partie, quel fait, etc. Cette jurisprudence s'applique. Donc, le problème, c'est la complexité du raisonnement du juge. Il n'y a pas que simplement un effet mécanique qui peut s'appliquer, donc la machine aura un certain nombre de limites. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Il y a un risque, c'est ce qu'on appelle l'effet performatif. Le problème, c'est que la machine va s'appuyer sur le plus grand nombre de décisions. Mais est-ce que le plus grand nombre de décisions, c'est la bonne décision? Et deuxièmement, sur le marché, vous savez comment, pour être référencé sur Google, on influe pour avoir le plus d'avis qui vont dans le même sens pour penser que c'est l'opinion favorable, notamment pour les élections. Donc il y a un risque absolument énorme et qui est le même en termes de jurisprudence. Donc la machine fait des corrélations, mais pas des causalités. C'est vraiment la question fondamentale à aborder. Donc je vais essayer de terminer en disant que la jurisprudence, tous les arrêts, c'est un véritable trésor sur lequel chacun de nos États s'appuie. Ça a une valeur marchande considérable. Donc si on la donne gratuitement, que va en faire le marché? C'est vraiment la question fondamentale qui est posée. Donc si ce sont pour des finalités purement commerciales, il peut y avoir des stratégies simplement pour influencer sur le contenu du droit, et ça me semble considérable. J'ai pris un exemple sur le juge. Donc c'est une publicité qui est faite par un site internet en France, il y en a beaucoup aux États-Unis. La puissance de l'intelligence artificielle au service du juge, anticipez votre juge. Que va décider le juge? Et les avocats, des grands cabinets d'avocats, utilisent maintenant ces logiciels de prédiction pour savoir ce que serait la décision du juge. Voilà ce qui a été fait en France. Aussi le risque pour le juge. En matière de droit des étrangers, il a comparé la jurisprudence de 6 juges d'un même tribunal.
Et ça peut se poser pour un juge d'instruction, pour un juge des libertés, et on va voir quel est le pourcentage de remise en liberté, d'incarcération, et on va analyser. Même chose pour les tribunaux, comme ça va faire du forum shopping et aussi de la dénonciation de juges qui ont des pratiques minoritaires ou différentes. Donc c'est un enjeu considérable pour les juges. En revanche, et je vais terminer sur ce point, je pense qu'il y a un bon usage de l'intelligence artificielle. Le bon usage, c'est pour valoriser la jurisprudence, faire connaître les jurisprudences des différents États, travailler pour tout ce qui est les barèmes indicatifs, pour les compagnies d'assurance, pour les autres, tout le contentieux de l'indemnisation. On peut gagner beaucoup de temps avec le contentieux de l'indemnisation pour les affaires simples, aussi pour tous les modes alternatifs de résolution des litiges, c'est essentiel, mais aussi pour les litiges en ligne, et ça a été dit ce matin, les avocats qui proposent un certain nombre de solutions. Je termine sur le problème du procès équitable. Voilà les 3 risques qui sont là. Le premier, c'est le forum shopping. Avec la jurisprudence sur Internet partout et l'analyse, on va choisir le juge qui va vous rendre a priori la décision la plus favorable. C'est le forum shopping, entre les États aussi. Deuxièmement, la conviction par le nombre. On va influencer le juge en lui disant il y a 70% de juges qui décident dans ce sens-là. C'est ça la bonne solution, ce n'est pas forcément la bonne solution. Et problème sur l'évaluation du juge, on dira vous avez rendu des décisions dans tel sens ou dans tel autre, etc. Donc, certains usages, et c'est la CPEJ au Conseil de l'Europe qui réfléchit sur ces questions, pour les questions éthiques fondamentales qui se posent, notamment sur l'accès à une justice automatisée. Est-ce qu'on peut avoir une justice automatisée? Est-ce qu'en matière pénale, mais ça existe déjà aux États-Unis, il y a un risque énorme de profilisation des personnes et d'anticiper les décisions. Donc, le rôle des cours suprêmes est absolument fondamental parce que c'est aux juges de sélectionner, de documenter et de mettre une trademark sur chacune des décisions, et les motivations des juges vont être fondamentales. Donc, il faut augmenter la qualité des décisions. Et sur la jurisprudence, vous voyez que sur les bases de données francophones, on peut sélectionner des grands arrêts, et donc chaque Cour suprême doit indiquer quelles sont les décisions les plus importantes. Je termine sur ce point. Nous avons à la CPEJ indiqué déjà en 2016 des lignes directrices pour la cyberjustice, et le travail qui va être fait, c'est de faire en 2018 une charte éthique sur l'utilisation des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Vous trouverez tous les éléments sur le site de la CPEJ. Vous trouverez à la fois la suite sur le programme du Maroc et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je vous remercie.